Bonsoir, J-3 avant le deuxième tour des législatives. Quoi qu'il arrive dimanche, il y aura de nouvelles têtes régionales à l'Assemblée et d'autres qui font tout pour sauver la leur. C'est le cas du maire radical de Montélimar, Franck Régnier. Dans la deuxième circonscription drômoise, il a été devancé de très peu par la candidate chevènementiste Catherine Coutard, moins de 300 voix. Le Front National, troisième mais éliminé, détient la clé du scrutin, du moins ses électeurs. Sophie Valzecchi et Franck Serroni sont allés suivre la campagne aujourd'hui. La gauche bat la campagne. Au programme aujourd'hui de Catherine Coutard, le porte-à-porte dans un quartier résidentiel de Montélimar. Cette ville de la circonscription reste un enjeu important pour la candidate de gauche. Le député sortant et maire de Montélimar, forcément, il y a un enjeu particulier ici. Oui, parce que lui a fait un bon score à Montélimar. Nous avons fait tous les deux un très bon score, si je puis me permettre. 38% pour lui, certes, mais c'est le maire et ça fait quand même pas un score si mirobolant. Et 34% pour moi sur la ville, ce qui est une belle confiance des électeurs montiliens. À la permanence du député sortant, l'heure est à la mobilisation. Les militants se succèdent cet après-midi pour récupérer les tracts. Franck Régnier accuse 267 voix de retard sur son adversaire du deuxième tour. Le mot d'ordre ici, c'est aller chercher les abstentionnistes de droite qui lui ont fait défaut dimanche dernier. Ça s'est clairement retranscrit sur le sud de la circonscription qui traditionnellement vote à droite. En 2007, j'y comptais 1500 voix d'avance au premier tour. Il n'y en a que 38 sur cette élection législative. Donc l'objectif pendant toute cette semaine a été de remobiliser cet électorat qui peut-être était un petit peu déçu, un petit peu inquiet. Dans cette seconde circonscription de la Drôme, le Front National a réuni un peu plus de 10 000 voix au premier tour, mais le candidat du Front National n'a pas appelé à faire barrage contre la gauche. Dimanche prochain, c'est clair, les électeurs du Front National devraient jouer un rôle d'arbitre. Et les deux candidates socialistes de la Drôme, Catherine Coutard donc et Nathalie Niaison, dans la quatrième, ont eu la visite aujourd'hui de la porte-parole du gouvernement Najat Vallaud-Belkacem, qui ne se plaindrait pas en tant que ministre aux droits des femmes d'en avoir deux de plus à l'Assemblée, surtout si elles sont de gauche. Autre député sortant en danger, le nouveau centre François Rochebloine dans la Loire, dans la troisième, normalement. C'est lui le patron, il postule pour son 6e mandat. Mais justement, le maire de Saint-Chamond aimerait bien lui chipper la place. Pas impossible, car Philippe Kizirian est arrivé largement en tête au premier tour à la faveur de grosses divisions à droite qui ne sont plus aujourd'hui d'actualité. En tout cas, cette circo passionne un vrai défilé de personnalités aujourd'hui. Clarisse Braya. Ici, l'entre-deux-tours se joue à celui qui y montre le plus de soutien. Des soutiens locaux, des soutiens nationaux. À gauche, c'est le président du conseil régional, Jean-Jacques Kéran, qui est venu apporter son soutien au candidat socialiste Philippe Kizirian. Ici, la possibilité, c'est de faire le double changement. Donc on va faire coup double ici. Coup double avec un nouveau député. Le député sortant est un député usé. Et puis en même temps faire coup double, parce que Philippe Kizirian appuiera le changement au niveau national. Ce soir, ce sera au tour de l'ancien ministre, Emmanuel Ly, de venir soutenir le candidat socialiste. À droite, ce sera l'ancienne secrétaire d'État, Nora Berra, qui participera à la réunion publique de François Rochebloine. Le député sortant Nouveau Centre, lui, a acquis un ralliement presque inattendu, celui du dissident d'hiver droite, Hervé Reynaud. Je suis un opposant municipal à Philippe Kizirian. J'ai donc vu ses lacunes et ses limites en tant que maire de Saint-Chamond et vice-président de Saint-Étienne Métropole. Donc j'appelle à faire barrage à la gauche locale et à Philippe Kizirian. Je suis loyal en faisant gagner ma famille politique. Une décision qui devrait permettre à François Rochebloine de récupérer les voix perdues à cause de cette candidature dissidente. Rappelez-vous, dimanche, le député sortant a fait son plus mauvais score, 24,7%. Mais le report des voix à droite ne sera pas total. Le FN appelle à s'abstenir ou à voter blanc dans cette circonscription. Le duel s'annonce donc serré. En tout cas, si la gauche parvient à décrocher ce bastion du centre droit depuis 24 ans, ce sera un succès historique. Tout au long de cette campagne, on vous a expliqué comment certaines lois viennent du terrain. Aujourd'hui, le terrain de foot, ou comment il a fallu modifier la législation pour permettre la construction des futurs stades de l'Euro 2016, et en premier lieu, celui de l'OL à Dessines. Dossier signé Sophie Valzecchi. Assemblée nationale, ce 23 juin 2009, les députés débattent du projet de loi du gouvernement sur l'économie du tourisme. Pour 290, contre 26, l'Assemblée a adopté. Seul l'UMP et le Nouveau Centre votent pour. Le gouvernement, pressé de faire avancer le dossier des stades pour l'Euro 2016, a profité de cette loi pour glisser un article qui n'a pas grand-chose à voir avec le tourisme, le fameux article 13 ter.
Les enceintes sportives figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre des Sports ainsi que les équipements connexes sont déclarés d'intérêt général, quelle que soit la propriété privée ou publique de ces installations. En adoptant cette loi, la droite dit oui au financement public des accès au futur stade de l'OL. Pour autant, elle ne siffle pas la fin de partie pour les opposants politiques au projet lyonnais. Certains se sont dit, puisque cette loi est tombée, c'est fini. Donc c'est vrai que ça a été plus un effet psychologique que légal. Pour moi, ça n'a fait aucun effet. Parce qu'un projet qui est mauvais, quel que soit le contexte, il reste mauvais. Malgré la loi, les antistades continuent le combat, comme ici lors d'une visite de presse organisée par l'OL sur le chantier du stade. Depuis le début, pour nous, c'est un projet qui est absurde et on voit aujourd'hui qu'il est en train d'être quand même relativement ralenti. Donc voilà, nous, c'était notre stratégie depuis le début, c'était de mettre des bâtons dans les roues pour repousser au maximum le projet et arriver à la date finale, c'est-à-dire en juin 2016, sans stade. Aujourd'hui, le permis de construire est attaqué en justice. Les détracteurs du projet n'ont cessé de se mobiliser. Ainsi, en 2008 et 2009, les enquêtes publiques se soldent par des avis négatifs et c'est dans ce contexte que la loi est votée. Pour autant, les promoteurs du stade se défendent d'avoir reçu là un coup de pouce. C'est vrai que cette loi permet de faire valoir le caractère d'intérêt général des infrastructures connexes au Stade des Lumières qui vont être financées, mais j'ajoute quand même que ces infrastructures connexes ne vont pas servir uniquement les soirs de match. Le projet était suffisamment bien, on va dire, imaginé, bien financé, bien structuré, et que la loi est simplement venue donner pour un certain nombre d'autres projets, pour une vision qui est une vision moderne du financement des infrastructures, des atouts que la France n'avait pas jusqu'à maintenant. La loi consolide juridiquement la construction d'OL Land, mais ne permet pas d'apaiser les tensions. Chaque parti reste sur ses positions, balle au centre. On a quasiment fait le tour du dico. Alors ce soir, c'est le dernier épisode de notre série sur les mots politiques avec un qui ne sert que dans 2 circonscriptions. Et c'est le mot triangulaire, Sylvie Bosquero. Trois côtés, 3 sommets, le triangle, figure emblématique du théâtre de boulevard, de l'orchestre philharmonique et de l'élection à 2 tours, sauf la présidentielle. Au rayon électoral, les acteurs du triangle ne sont pas forcément du coin, ça s'appelle un parachutage, mais ce sont tous ceux qui ont fait au premier tour au moins 12,5% des suffrages des inscrits. Les 3 quarts du temps, ça donne une triangulaire, voire une quadrangulaire. Évidemment, en mettant les choses au pire, on peut se retrouver avec 8 qualifiés au premier tour, auquel cas la figure serait octangulaire et le foutoir généralisé. Oublions. 3 candidats au second tour, 2 en tête, 1 en queue, et dans l'eau, 2 entêtés qui ne veulent rien lâcher. Le théâtre de boulevard tricote le mari, la femme et l'amant. La triangulaire électorale oppose 3 partis politiques qui se détestent, mais dont 2 se détestent plus. Ils finissent par se neutraliser mutuellement dans les urnes, à la grande satisfaction du 3e qui compte les points et récupère le magot. Pardon, le mandat. Et c'est justement dans une circonscription à triangulaire que l'ex-premier ministre François Fillon vient demain matin. Vous pourrez le croiser sur le marché du Chambon-Feugerolles, au cœur de la 4e de la Loire, là où le sortant UMP Dino Cinieri est en grand danger face à la candidate écologiste Leila Bencharif et à celui du Front National Robert Ayrault. Et en attendant demain entre poireaux et asperges, la politique, ce sera tout pour ce soir. Le 19-20, lui, continue avec vos éditions du Grand Lion de la Loire. Bonne soirée.